Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Voilà. Vous avez tous mis vos téléphones en silencieux si c'est possible, parce qu'on n'y pense pas toujours. Il y a maintenant quelques mois de ça, Anthony m'a contacté en me demandant si j'étais prêt à faire une intervention à l'ENSAM. Et j'avoue que on est, nous chez Toyota, plutôt dans un groupe où l'humilité est importante et donc on n'est pas amené à faire ce genre d'exercice. Donc dès le départ, pardonnez si le propos du jour sera peut-être pas, j'allais dire, fluide. En tout cas, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est de partager avec vous une expérience qui maintenant dure depuis plusieurs années. Et c'est pour cela que je vais déjà commencer par me présenter et puis vous expliquer comment va se dérouler cet exposé. Alors, vous l'avez compris, donc je travaille pour Toyota Motor Manufacturing France et j'aurai l'occasion de revenir sur cette usine qui aujourd'hui est vraiment un fleuron industriel au niveau de la région, mais aussi de la France. Alors, mon parcours, vous allez le voir, déjà, il n'est pas très original puisque j'ai fait que de l'industrie automobile. Et j'ai commencé dans un groupe qui aujourd'hui s'appelle le groupe Stellantis. Je travaillais longtemps pour Jeffco, qui était le partenaire logistique de PSA, et en particulier sur tout ce qui était flux, organisation des flux industriels, que ce soit entre les sites ou au niveau des fournisseurs. Et puis en 95, j'ai pris des responsabilités en termes de management. Et puis, en 99, une annonce assez fracassante, en tout cas si on s'intéresse à l'automobile et en particulier en Europe de l'Ouest. Un groupe comme Toyota vient s'implanter en France, dans les Hauts-de-France. Et j'ai eu la chance d'être avec Anthony, Olivier, et puis Eric. Eric, il est où? Il est là. De faire partie des tout premiers de cette aventure, puisque quand je suis arrivé sur le site, on était 40. Le site n'était pas encore sorti de terre, je vais dire. Et vous allez le voir, à l'image de cette carrière, vous pouvez vous dire, mais tiens, il est en train de nous expliquer tout ce qu'il a fait. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que dans les différentes dans les différents postes que j'ai pu être amené à avoir, on voit aussi la démarche de Toyota dans le développement des compétences et dans la gestion de carrière. Alors, c'est un parallèle que je vais faire tout à l'heure sur justement comment Toyota travaille sur les individus et leurs compétences pour les développer. Alors vous l'avez vu, enfin vous le voyez à l'écran, j'ai été amené à faire des métiers assez différents, ce qu'on appelle le production control, donc c'est tout ce qui est ordonnancement, approvisionnement, logistique, les ressources humaines. Étonnamment, après le premier conflit social du site en 2009, on me demande de reprendre les ressources humaines, ce qui était assez nouveau pour moi, pour tout vous dire. D'ailleurs, si dans la session des questions-réponses, vous avez des questions sur tout ce qui est gestion des relations sociales, des organisations syndicales, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, bon, quand vous touchez à l'humain, c'est bien, mais maintenant, il faut aussi voir le produit. Donc là, je suis parti en production, où j'ai été dans différents ateliers. Et puis, après la production, comme tout parcours chez Toyota, on vous invite à bien maîtriser le TPS, le Toyota Production System,
Et là, j'ai été en détachement à l'international, où j'ai été amené à travailler dans différents pays. Là où nous avons des sites, Turquie, Tchéquie, Russie, Angleterre, mais aussi avec nos fournisseurs, puisque c'est aussi, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais on a aussi une approche très particulière de la gestion de nos fournisseurs et du partenariat que l'on est amené à avoir avec eux. Je suis revenu après ce détachement à l'international pendant près de 2 ans sur le site, où je suis passé côté production, donc j'avais la responsabilité de vice-président de production, et puis depuis maintenant 2021, je m'occupe de Corporate Affairs. Alors derrière ce nom, vous allez y retrouver beaucoup de choses, à la fois les ressources humaines, la gestion, comptabilité, les finances, l'informatique, l'environnement, la gestion des bâtiments, la communication, le service médical, enfin voilà, tout ce qui est en support à la production. Voilà pour mon parcours, ça vous donne déjà une idée de ce que j'ai vécu chez Toyota, et encore une fois, je fais référence au fait que ce parcours, il démontre bien la volonté de développer les compétences au sein des équipes pour être amené à pouvoir justement prendre d'autres responsabilités. Alors au-delà de ce parcours chez Toyota, je suis aussi le président de la chambre de l'UIMM du Grand Hainaut. Alors le Grand Hainaut, ici on est à Lille, c'est un peu plus loin. C'est à la fois Valenciennes, Cambrai, Maubeuge, et c'est un secteur très industriel. En France, l'industrie, en général, c'est 10% du PIB. Au niveau de la région du Grand Hainaut, on est plutôt aux alentours de 25 à 27%. D'accord ? Et dans cette proportion-là, vous le voyez sur l'écran, 69%, c'est de l'industrie qui est en lien avec les métiers de la métallurgie. Alors, les métiers de la métallurgie, c'est pas juste de la sidérurgie, souvent on fait un parallèle comme ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que même si j'ai une expérience chez Toyota, moi je suis amené à aller dans d'autres entreprises où je vois comment justement l'organisation du travail, la gestion de la motivation est amenée à être faite. Et quand je vous parle d'autres entreprises, je vous parle du domaine du ferroviaire, de l'aéronautique, du nucléaire ou d'autres métiers liés à la mécanique. Voilà pour la présentation. Maintenant, pour ceux qui connaissent pas le site de Toyota Motor Manufacturing France, qui est à Onnain, à côté de Valenciennes, je vais vous donner quelques éléments qui vont vous donner une parfaite compréhension du niveau de performance du site et de là où il est aujourd'hui. Donc c'est un site de production automobile qui produit 2 véhicules, la Yaris Cross qui est véhicule Origine France garantie et qui est le véhicule le plus produit en France en 2022, en 2023, en 2024. Il produit aussi un autre véhicule, puisqu'on a été amené à avoir une nouvelle plateforme qui nous permet de faire 2 silhouettes, c'est la Yaris. La Yaris qui est la 4e génération de Yaris, qui a été élue véhicule de l'année en 2021, et comme vous pouvez le voir sur votre écran, qui a été le véhicule le plus produit en France de nombreuses années. Tout ça montre que le site a une capacité de 280 000 véhicules par an, et c'est donc le premier site automobile en France, en termes de volume. Je peux vous dire que quand Anthony, Olivier et Eric étaient là au tout démarrage du site, aucun d'entre nous avait en tête que 26 ans plus tard, ce site serait aussi important en termes de volume pour l'industrie automobile en France. Alors c'est un site aussi qui a une particularité puisque lorsqu'en 2012, on est amené à sortir la première Yaris hybride, tout le monde nous dit mais vous êtes complètement fou, l'hybride ça marchera jamais sur les citadines, segment B, c'est pas une technologie qui est adaptée. Ok, ça c'était en 2012, aujourd'hui on est à 100% d'hybride.
Et on a su justement amener cette motorisation à ce niveau de production. Autre chose, pour vous donner aussi une notion du site, le site en presque 25 ans a fait 5 millions de véhicules. 5 millions de véhicules, donc Yaris. Au total, Toyota dans le monde a à peu près 8 sites produisant le véhicule Yaris. Sur ces 8 sites, sur la même période, on a produit 10 millions de Yaris. Ça veut dire que la moitié des véhicules ont été produits sur le site de Valenciennes. Ce qui prouve que ce site est non seulement hyper performant, mais qu'il contribue réellement au volume de Toyota au niveau mondial. Autre chose sur ce site, c'est que je pense que je m'adresse à des personnes qui connaissent assez bien le Toyota Production System. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'outils, je ne vais pas vous parler des éléments très techniques du TPS, mais je vais plutôt vous expliquer comment le TPS arrive réellement à être mis en place. Et la clé de cette réussite du site de Toyota Motor Manufacturing France, elle est bien sûr liée aux outils du TPS, mais elle est aussi surtout liée à ses employés. Et on est 4800 members sur le site. Et ces 4800 members, puisque nous les appelons members, sont amenés à mettre en place au quotidien des éléments du Toyota Production System. Et si vous me permettez, on va faire aujourd'hui un peu cette démarche de se poser la question, mais comment on arrive à faire en sorte d'emmener tout le monde dans cette démarche-là? Ça vous dit? Ouais? Allez, c'est parti. Alors, l'idée de l'intervention d'aujourd'hui, c'est d'essayer de parler de l'appropriation de la démarche Lean par les opérateurs. Donc, pour cela, j'ai préparé un plan qui va se dérouler en différentes parties. La première, c'est, je voulais vraiment revenir sur les origines du Toyota Production System, parce que il est important que vous compreniez pourquoi Toyota a développé tout au long de ces années cette approche. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Ça a mis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. D'accord? Et ça s'est forgé suite à différents événements, suite à différentes décisions, et c'est ce qui a aujourd'hui donné cette organisation du travail. Le deuxième point qui est très important, et qui est vraiment la base de la réussite d'une démarche Lean, c'est le fait d'avoir du collectif et d'emmener tout le monde. Et pour cela, évidemment, la culture de l'entreprise, la façon dont sont gérées les relations au sein de l'entreprise sont très importantes. Donc je vais revenir sur la culture de l'entreprise qui s'appelle la Toyota Way. Et puis vous savez que globalement chez Toyota, on aime bien les choses factuelles, donc plutôt que uniquement vous parler de choses comme ça, je vais essayer de vous donner aussi des exemples concrets que j'ai pu choisir. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais essayer de vous montrer comment justement cette symbiose entre les outils de la Toyota Way, du Toyota Production System et la culture de la Toyota Way arrive à créer cette émulsion vers le progrès. Et puis enfin, si vous le souhaitez, on aura un échange entre nous avec une séance de questions-réponses. Voilà pour le sommaire. Alors, sans plus attendre, on va passer sur les origines du Toyota Production System. La photo que j'ai choisie ici, c'est pas une photo choisie au hasard, vous vous en doutez bien. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait ici? On est dans l'industrie, on est plutôt en train de parler d'automobile. Là, on voit quoi? On voit deux statues en bois et puis une sorte d'équipement.
Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ouais. Un métier à tisser, tout à fait. Tout à fait, puisque Toyota, avant de faire des voitures, faisait des métiers à tisser. Et les deux personnages que vous voyez ici, c'est à la fois la mère du fondateur de Toyota et Toyoda-san. Alors, évidemment, vous connaissez le Toyota Production System. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je ne vais pas revenir sur ces éléments-là. Je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Par contre, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous expliquer l'origine du Toyota Production System, mais aussi vous expliquer comment on arrive à faire en sorte que les gens se l'approprient et le mettent en place. Donc dans les origines du Toyota Production System, on a un inventeur, parce que c'est quelqu'un qui, au départ, a un véritable esprit innovateur. On a un inventeur qui s'appelle Sakichi Toyoda, qui vit du côté de Sokai. Donc c'est pour ceux qui connaissent un peu le Japon, on est du côté de Nagoya, donc le sud de Tokyo, hein, Tokyo, Nagoya, une région très proche de la mer et d'un lac en particulier. Et dans cette région-là, à l'époque, en 1890, on a des personnes qui, dans chaque maison, on a des métiers à tisser. D'accord ? Et les métiers à tisser servent souvent à ce que dans la maison, la mère soit amenée à travailler, la femme soit amenée à travailler sur ce métier à tisser. Et Sakichi Toyoda, il voit sa mère qui peine, qui a des difficultés sur ce métier à tisser, qui se tue à la tâche sur ce métier à tisser. Et lui, il a cette volonté de réduire et d'éliminer la pénibilité. Alors quand je dis ça, je pense que ça peut étonner certaines personnes. J'entends souvent des gens qui disent le toyotisme, c'est de toute façon quelque chose qui crée du stress, qui crée des difficultés supplémentaires, qui met la pression. Pas du tout. Le point de départ, c'est ça. On élimine la pénibilité. On essaye de rendre le travail plus facile, plus, supportable. Donc, ce métier à tisser, il va commencer à faire des inventions, des innovations pour essayer d'automatiser. Hein. Au départ, c'est sans énergie, hein, c'est avec un système de pédalier. Et puis, petit à petit, on va y mettre de l'énergie. Et donc, on va avoir, vous voyez, entre 1890, où on est sur des métiers à tisser manuels, en 1896, on va passer sur un métier à tisser qui, lui, sera donc automatisé. Et puis, un autre élément que nous montre l'histoire de Toyota, c'est que on ne va pas se contenter de l'équipement qu'on vient de mettre en place, on va essayer de l'améliorer. Et l'améliorer, c'est essayer à chaque fois de faire mieux, de faire une évolution. Donc vous voyez qu'entre 1896 et 1914, on est amené à avoir beaucoup d'évolutions sur ce métier à tisser, qui en fait correspond bien à ce que vous connaissez de Toyota, en tout cas sans doute le terme de Kaizen, qui est donc l'amélioration continue. Autre chose, je vous ai parlé d'innovation. Hein. C'est quelqu'un qui a un côté un peu inventeur, donc il met à profit ses innovations, au départ pour enlever la pénibilité que rencontre sa mère, et puis petit à petit pour enlever la pénibilité que les personnes peuvent avoir à utiliser une machine à tisser. Et en 1924, il est amené à faire une véritable révolution pour l'industrie du textile. Et cette révolution, c'est de créer
une machine qui s'appelle la Type G, hein, avec différentes fonctionnalités. Déjà, on n'est pas amené à changer ou arrêter le système ou l'équipement lorsque on va faire des changements de navette. On va avoir aussi un arrêt automatique de l'équipement si on a une anomalie. Un fil qui casse, la machine s'arrête, net. C'est-à-dire que on ne va pas produire quelque chose avec un défaut, on ne va pas faire en sorte de continuer à produire et puis ensuite être amené à faire une retouche. On va arrêter tout de suite la machine parce que de toute façon, si elle continue à produire, elle va faire des défauts. D'accord ? Et puis, surtout, cet appareil qui est en semi-automatique, on va dire, il ne demande pas de supervision. Et donc, au lieu d'avoir une personne derrière chaque équipement, on se retrouve avec un opérateur qui va gérer 30 métiers à tisser. Donc vous voyez un gain de productivité énorme pour cette industrie. Ce que je viens de vous expliquer là, ce que Sakichi Toyoda vient de faire, il vient d'inventer le Jidoka. Alors, le Jidoka, est-ce que ça parle à tout le monde, le Jidoka? Ça parle à quelques personnes? Oui? Non? Ouais? Un peu? Le Jidoka, c'est le fait de s'assurer de la qualité des produits qui sont produits et de s'assurer qu'on arrête le processus de fabrication si jamais un défaut survient. D'accord? On ne va pas produire pour ensuite faire de la retouche ensuite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette révolution, il ne va pas se contenter de la garder pour lui au Japon, il va essayer de l'exporter. Et en 1929, son fils, qui s'appelle Kiichiro Toyoda, il va aller en Europe, il va aller aux États-Unis, et là, il va vendre le brevet de son invention à toutes les entreprises de l'industrie textile au niveau Europe et États-Unis. Donc, évidemment, ça va leur amener un certain nombre de capitaux. Et puis, lorsqu'il fait ce voyage en Europe et aux États-Unis, Sakichi Toyoda et Kiichiro Toyoda, surtout, ils sont amenés à avoir une Europe et des États-Unis qui sont en plein boom avec la révolution de l'automobile, où partout dans les villes, évidemment, l'automobile est présente. Et Kiichiro Toyoda a la volonté, et ça c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant, lui a la volonté de dire on va essayer d'offrir aux Japonais des véhicules automobiles produits au Japon. Et là on y retrouve une autre, une autre marque de Toyota, c'est le challenge, le fait de relever un défi. Des métiers à tisser, on va passer à l'automobile. Donc là, c'est véritablement un choix qui les amène à prendre beaucoup de risques. Hein, aujourd'hui, quand on voit Toyota, premier constructeur automobile mondial, voilà, on a peut-être pas ça en tête, mais pendant des années et des années, Toyota s'est battu avec les banques pour avoir les financements, pour pouvoir développer cette industrie automobile. Parce que, évidemment, même si les capitaux des ventes des brevets de la machine Type G, des métiers à tisser, leur avaient amené des capitaux de départ, la grosse difficulté, c'était aussi de pouvoir être en capacité à produire des véhicules. Et ça, évidemment, ça demande une maîtrise technologique importante, et en particulier au niveau de la motorisation. Donc, quelque part, c'est un pari important qui est fait, hein, une mutation industrielle où on part des métiers à tisser vers le métier automobile. Et puis, surtout, et c'est là où je vous invite aussi à avoir ce regard, c'est comment produire des véhicules automobiles, mais en minimisant les coûts.
Alors minimiser les coûts, c'est essayer de chercher des solutions de bon sens, des solutions de limitation de tout ce qui pourrait être soit investissement ou immobilisation. Et donc, on arrive à produire avec le strict nécessaire et au moment voulu. Et ça, c'est l'origine du just-in-time. Donc le juste à temps, ça parle à tout le monde? Oui? Ok, très bien. Et donc, voilà pourquoi il y a du juste à temps au départ. Parce que c'est un problème financier. Et il faut trouver une solution pour être à même de produire des véhicules au Japon pour les Japonais. Et donc, vous avez Kiichiro Toyoda, donc le fils, qui lui est l'inventeur du juste à temps, just in time. Donc, vous voyez que les deux piliers du TPS, qui sont le Jidoka et le just in time, c'est le père et le fils qui ont été amenés à mettre ça en place dans leur approche de leur activité. Alors Toyota commence à faire des véhicules, c'est plutôt pas mal. Par contre, il est confronté à des problèmes. Alors cette photo, c'est pareil, je ne l'ai pas choisie au hasard. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas connu, mais Toyota, lorsqu'il commence à faire son premier véhicule automobile, il est amené aussi à faire des camions. Et c'est le fameux camion vert que vous voyez ici. Et cette petite maquette que vous retrouvez d'ailleurs au musée de Toyota au Japon, cette petite maquette, elle dit beaucoup de choses. On voit quoi? On voit des gens qui s'affairent autour d'un camion. Vous voyez... tiens, est-ce que le pointeur marche? Oui, super. Vous voyez différentes choses. Donc vous voyez le camion là. Là on se rend compte qu'il y a un problème avec des gens qui regardent. On se rend compte aussi qu'il y a quelqu'un qui décharge des marchandises pour ensuite peut-être les recharger sur un autre endroit. Vous voyez quelqu'un qui est plutôt dans une posture où il vient s'excuser avec une personne qui semble pas très contente, qui le pointe du doigt, et puis quelqu'un qui accourt aussi. En fait, lorsque Toyota met en place ces camions-là, les débuts sont pas toujours au rendez-vous en termes de qualité et de fiabilité. Et ce qu'on vient voir ici, c'est que la satisfaction du client est très importante. C'est ce qui permet quelque part d'avoir une suite dans son business. Et ce qu'on voit ici, c'est à la fois les techniciens de Toyota qui interviennent directement sur le camion qui est en panne, des gens qui transbordent sur un autre camion, un client pas content, quelqu'un qui vient s'excuser. Et ici, là, c'est Monsieur Toyoda qui vient lui-même sur place pour voir justement et comprendre par lui-même d'où vient le défaut. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors Toyota est plutôt connu pour être très efficient en termes de production, en termes de productivité. Je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Puisque lorsque Toyota se lance dans l'industrie automobile, évidemment, l'efficacité n'est pas au rendez-vous, comparativement aux Américains, puisque la productivité elle est 8 fois plus faible que ce qui peut être fait par des grands constructeurs de l'époque comme Ford. Et donc là, on va faire appel à deux personnes, un cousin, qui est Eiji Toyoda, et puis Takeshi Ono, qui, je pense que vous connaissez si vous vous intéressez au Toyota Production System, puisqu'il est reconnu comme le père de l'organisation des outils du Toyota Production System. Donc eux vont travailler sur ces éléments-là. Et quand ils vont travailler sur ces éléments-là, ils vont s'intéresser à tout ce qui est non-valeur ajoutée, tout ce qui est gaspille, qu'on appelle Muda. Et quand ils vont s'intéresser à ça, ils vont s'intéresser à l'organisation du travail afin d'éliminer tout ce qui ne va pas être producteur de valeur ajoutée. Que ce soit au niveau des employés, que ce soit au niveau des pièces ou des matières. Et on va retrouver les 7 Muda qui sont ici, qui sont tout ce qui est déplacement, tout ce qui va être attente, tout ce qui va être surproduction, les stocks, bien évidemment, le transport,
les défauts qui entraînent des retouches, et puis tout ce qui est surtraitement. Donc en travaillant sur ces éléments-là, donc ils vont être amenés ensuite à bâtir les outils du Toyota Production System, et ils vont devenir, évidemment, en tout cas ils vont être couronnés de succès, et un des éléments qui permettra de voir justement l'efficacité du Toyota Production System, c'est en 1973, lors du premier choc pétrolier, où Toyota est le constructeur qui se remet le plus aussi rapidement de cet arrêt brutal de production. Et donc il démontre qu'il a une organisation qui est agile par rapport à des effets d'arrêt ou de redémarrage de production. Voilà, ça c'est les origines du Toyota Production System, avec l'histoire qui va avec. Alors, je suis peut-être un peu long, je ne sais pas si en termes de temps c'est bon ou pas. J'accélère un peu. 10 minutes, ok. Donc je vais être plus rapide. On va s'intéresser maintenant à la culture de l'entreprise, on appelle la Toyota Way. Alors la Toyota Way, c'est quelque chose qui s'inscrit réellement dans l'organisation au niveau de Toyota, que ce soit au niveau de sa vision, au niveau de sa mission, et c'est vraiment quelque chose qui va être le ciment de la façon de fonctionner de Toyota. Il y a une première Toyota Way qui sort, qui est en 2001. Elle est particulièrement liée au fait que Toyota, à cette époque-là, est en train de construire énormément de sites de production un peu partout dans le monde, et il doit s'assurer que la même culture soit appliquée partout chez Toyota. Alors, appliquée partout chez Toyota, mais tout en prenant, bien sûr, en compte les spécificités de chaque pays. D'accord ? On ne vient pas imposer quelque chose, on vient se nourrir à la fois de la culture du pays, mais on vient aussi s'assurer que tout le monde suit ces différents éléments. L'amélioration continue, c'est le Kaizen, vous en doutez, et puis le respect des personnes. Ça, c'est les deux piliers de la Toyota Way. Avec la notion de challenge, tout à l'heure je vous en ai parlé, on relève le défi en voulant passer du métier à tisser à l'industrie automobile. L'amélioration continue, le Kaizen, c'est là encore, je vous ai montré les différentes évolutions des métiers à tisser. Le Genchi Genbutsu, le fait d'aller voir soi-même sur le terrain l'origine du problème. Donc souvenez-vous, c'est M. Toyoda qui court pour voir le camion qui est en panne. Et puis le respect et le travail d'équipe qui sont les éléments qui vont permettre d'avoir une harmonie et une façon de travailler ensemble importante. Cette Toyota Way, elle a été adaptée en 2020, en particulier suite à la volonté d'aller vers de nouveaux défis, et en particulier le fait de ne plus s'inscrire sur uniquement l'industrie automobile, mais la volonté d'être fournisseur de mobilité. Et puis cette Toyota Way 2020, elle est aussi là parce qu'on souhaite rentrer un peu plus dans le détail sur comment démontrer les valeurs. Si on s'intéresse par exemple à la partie coaching, donc vous voyez qu'on a la volonté de créer des opportunités de développement, mais aussi le fait de dire merci. Et vous allez le voir tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. La première fois où on m'a parlé de cercle vertueux chez Toyota, je me suis dit, c'est un peu le monde des bisounours, quoi. Pourtant, je peux vous dire que ça fonctionne. Et c'est quelque chose qui est basé sur quoi? C'est quelque chose qui est basé sur un lien de confiance et un lien de respect mutuel. Parce que cette culture d'entreprise, qui est à la fois forte et structurante, elle doit être démontrée au quotidien par des actes. Quelques exemples. Donc, c'est à la fois au niveau du savoir-être, on va s'intéresser à deux piliers très importants. C'est être exigeant avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais être aussi bienveillant. D'accord ?
c'est aussi des valeurs partagées. C'est-à-dire que les valeurs qu'on a pu voir tout à l'heure, ce sont des valeurs qui sont, si la zapette fonctionne bien, voilà, sont des valeurs qui sont incarnées au quotidien. Vous ne pouvez pas être une entreprise qui prône certaines valeurs, qui les affiche partout, mais qui ne les applique pas. Et en particulier, si vous êtes membre du management, vous devez d'avoir une forte exemplarité par rapport à ces valeurs. Et puis, pour s'assurer que tout le monde ait bien compris et l'applique aussi, c'est sur ces valeurs que le système d'évaluation va se baser pour les évaluations individuelles de toutes les personnes, que ce soit de l'agent de production jusqu'au président du site. Comment on s'assure de l'implication de tous dans l'amélioration des conditions de travail? Là, vous avez ce qu'on appelle une pyramide inversée, et je vous ai mis une phrase qui est assez importante. Kiichiro Toyoda a dit « Le bien le plus précieux de l'entreprise, ce sont ses employés. » D'accord? Et c'est là où on va commencer à comprendre comment on s'intéresse au développement, comment on s'intéresse à la motivation. Donc, l'implication de tous dans l'amélioration des conditions de travail. Ben, évidemment, cette pyramide inversée, elle va s'intéresser à quoi? Elle va s'intéresser au fait que vous avez une énorme force de Kaizen qui est celle-ci. C'est donc vos employés, hein, vos team members, vos chefs d'équipe, vos responsables. Donc toutes ces personnes-là peuvent faire des Kaizen, peuvent faire de l'amélioration continue, peuvent faire des résolutions de problèmes. Et la direction, elle est juste là pour les soutenir, pour les aider, pour les coacher. Parce que, évidemment, vous avez une force de frappe d'amélioration continue qui est énorme, plutôt que de réfléchir ici à une solution qui serait imposée donc, au socle. Ce qui permet aussi, bien sûr, d'avoir une gestion de la motivation, et ce qui vous amène à avoir un mode participatif. On va s'intéresser à quoi? Je vous en ai parlé tout à l'heure, on va s'intéresser à la pénibilité, aux conditions de travail. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'être plus efficace. On va aussi s'intéresser, toujours, je vous en ai parlé, au développement des compétences. Le développement des compétences, c'est quelque chose qui... Je pense que la zapette est un peu fatiguée. Hop, je vais me rapprocher. Qui va vous permettre, lorsque vous êtes au niveau du management, d'avoir un véritable accompagnement sur tout ce qui est amélioration continue, résolution de problèmes, sur le coaching. Hein, encore une fois, je vous ai parlé d'exigence et de bienveillance. Voilà. Et donc on a un parcours de formation interne qui est là pour développer les compétences, qu'on appelle académie, qui font bien sûr, merci, qui font bien sûr partie d'un parcours d'apprentissage avec aussi des valorisations, puisque on est aussi amené à travailler sur ces éléments-là. Autre chose au niveau du développement des compétences, c'est la possibilité d'avoir une communication qui remonte du terrain. La flèche jaune que vous voyez, c'est le terrain qui va être amené à remonter ses problèmes au quotidien. Et plus le problème est compliqué et moins je peux le résoudre moi à mon niveau, plus je remonte le problème. Et ensuite, la flèche verte, donc c'est le management qui va, lui, être amené à suivre la résolution de ces problèmes pour s'assurer du pilotage du progrès. D'accord ? Donc, je vous ai parlé des origines du Toyota Production System, de la culture d'entreprise, pour vous amener à bien comprendre comment ça rentre en symbiose. Alors, quelques illustrations de comment on met en place ça. La formation. La formation, elle va commencer par l'intégration des salariés. Quel que soit le niveau du salarié, on va avoir ce qu'on appelle un parcours d'intégration qui va lui permettre d'être à même de comprendre non seulement son métier,
les attendus de son métier, mais aussi ce que l'on attend de lui en termes de comportement. Je vous ai parlé de la culture de l'entreprise. On vient expliquer ça, bien sûr, aux personnes. La formation, bien évidemment, c'est quelque chose qui va suivre la personne tout au long de son parcours. Et puis vous avez un terme japonais là qui s'appelle le mendomi. Alors le mendomi, c'est le fait de considérer, ça va faire sourire certains, c'est le fait de considérer les membres de son équipe comme ses enfants. Donc on est responsable d'eux. On doit les faire grandir. On doit être bienveillant avec eux, mais on doit être aussi exigeant, parce qu'on attend d'eux à ce que, quelque part, ils progressent et qu'ils se développent. Dans les possibilités d'évolution qui existent, on a aussi quelque chose qui permet d'avoir des passerelles, à la fois du technique au management, mais aussi à des métiers complètement différents. Avec ces passerelles, ça nous permet d'avoir des personnes qui se retrouvent de fournisseurs à clients en interne et qui changent aussi leur vision des choses dans leur métier et dans leur mission. Tous ces éléments, que ce soit les académies, je vous en ai parlé, mais des passerelles aussi, c'est aussi lié à ce qu'on appelle un grade system, qui est en fait un moyen de reconnaître les compétences. Tout est basé sur les compétences. On fait bien sûr une évaluation des valeurs et de l'application des valeurs de Toyota, mais aussi des compétences qui peuvent démontrer si une personne peut être reconnue à tel et tel niveau et à quelle responsabilité on va l'amener à être confronté. Autre illustration, la valorisation. C'est quelque chose qui est essentiel. Si vous voulez travailler sur une motivation de vos équipes à l'application du système, ils doivent être convaincus. Tout à l'heure, je vous ai parlé du dire merci, mais il faut savoir dire merci à tout moment. Chaque petite victoire est importante. Chaque résultat est important. Et c'est important de dire merci, de valoriser. Alors là, je vous ai mis 2-3 photos qui sont à la fois les cercles de qualité. On a une animation des cercles de qualité avec des concours au sein des différents ateliers, au sein des différentes usines, au niveau européen, au niveau mondial, où on va être amené à faire travailler les gens, leur faire suivre une méthode de résolution de problèmes, expliquer ce qu'ils ont mis en place, et puis ensuite de comparer les différents sites. Et puis je vous ai mis des exemples, alors c'est des termes qui nous sont propres, mais on vient récompenser, dans le terme Eagle Eye, on vient récompenser la personne, ça vient de sauter je pense, on vient récompenser la personne qui aurait vu un défaut ou une anomalie qui n'est pas dans son champ d'activité. Là aussi, c'est-à-dire qu'on ne demande pas uniquement aux gens de se cantonner à une responsabilité, on leur demande de regarder autour d'eux. Voilà, tout ça, c'est de la valorisation. Un autre élément, c'est le temps dédié au développement. Alors le temps dédié au développement, en 2011, on est amené à faire un accord avec les partenaires sociaux où on se met d'accord sur, on va augmenter le temps de travail quotidien de 5 minutes et tous les 15 jours, on va arrêter la ligne, vous avez bien entendu, on va arrêter la ligne, on ne produit pas pendant 50 minutes. Et pendant 50 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? On va travailler sur le développement des personnes. On va leur faire des cercles de qualité, qui sont des résolutions de problèmes. On va les amener à travailler sur différents sujets, que ce soit des sujets sécurité, des sujets qualité. On va les former. Ça, c'est quelque chose qui nous permet d'assurer à la fois le développement des compétences, mais l'adhésion aussi des gens à tout ce qui est résolution de problèmes. Et puis là, je vous ai mis un exemple parce que c'est quelque chose qui, je pense, nous a tous marqué en France avec les Jeux Olympiques de l'année dernière. C'est la fierté d'appartenance. C'est hyper important pour nous d'avoir beaucoup d'animation sur tout ce qui est cohésion de groupe, esprit d'équipe. Encore une fois, vous entendez des termes qui sont en lien avec nos valeurs. Alors, on a été amené à faire différentes choses, à la fois avoir des porteurs de la flamme, avoir des bénévoles, à faire venir 2000 personnes à un match de basket à Lille, mais aussi à produire
Les véhicules, là, le véhicule que vous voyez là, c'est un véhicule que l'on produit chez Toyota au Portugal avec nos équipes ici de Toyota Motor Manufacturing France pour les personnes à mobilité réduite sur les Jeux Olympiques. Voilà, j'ai essayé d'accélérer un peu à la fin. Je ne sais pas si on est dans les temps. Ça va, parfait. Assez compliqué de faire cet exercice en si peu de temps. Hein. 2 jours m'aurait plutôt paru plus facile. Mais voilà,